Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, on parle comme chaque matin à 6h15 de la une des régions avec Marion Calais, de la presse internationale avec Jean-Philippe Ballas, notre polyglotte, de la une de l'écho avec Axel de Tarlet. Et Eva Rock viendra nous dire qu'est-ce qu'il faut regarder à la télé ce week-end. Bonjour à tous. Bonjour. On commence avec vos quotidiens nationaux et peut-être avec Libération et ce joli titre, de battre un second cœur artificiel a commencé. Une petite touche d'espoir avec la deuxième implantation d'un cœur 100% artificiel dans une actualité bien morose. On en parlait tout à l'heure avec Hélène Zellani dans le journal de 6h. Pour le reste, il faut l'avoir bien accroché le cœur et les raisons de s'emballer sont rares. Le Monde fait sa une sur l'OTAN confrontée à une nouvelle guerre froide avec Poutine. Autre front, en une de Direct Matin cette fois, l'Irak où une coalition se prépare pour faire face à l'État islamique, uni contre la barbarie, titre le quotidien gratuit. Plus près de nous, aujourd'hui en France, s'inquiète de voir la SNCF sacrifier ses trains régionaux, où l'on apprend que le nombre d'intercités, les anciens corails, a chuté de 10% en 3 ans. Enfin, Challenge nous présente le hit parade des 15 villes où il fait bon travailler. Si l'on tient compte à la fois des critères de vie professionnelle et privée, la gagnante, la ville du monde. Bordeaux, Shanghai. Moi, j'ai eu le résultat, je suis atterré. Ça veut dire que c'est classement. C'est Dubaï. Oui. C'est Dubaï. Il fait 50 degrés. Mais oui. Il y a de l'air conditionné à moins 12 et après vous sortez dans. Vous allez dans Dubaï n'a pas la cote dans ce studio. Non. Suivi d'Amsterdam. Bonjour à l'office du tourisme de Dubaï. Singapour, Madrid, Hong Kong et Paris. Paris 11e. Moi, je préfère Paris à Dubaï. Voilà. Restez avec nous parce qu'on aime bien que vous soyez là. À la une des régions, Marion Calais, un dernier verre avant de partir, c'est un peu ça ? Oui, c'est un peu ça. Clermont-Ferrand, la montagne évoque cette initiative. L'idée, c'est un bar à vin à l'hôpital. Objectif, explique un médecin, c'est de résister au tout sanitaire en offrant un petit plaisir aux patients en fin de vie. Et les proches témoignent. Pour mes 2 parents, boire une coupe de champagne ou quelques gouttes a été l'un des derniers plaisirs de leur existence alors qu'ils ne s'alimentaient plus. Mais le bar à vin du service palliatif, ce ne sera pas non plus open bar, puisque au CHU de Clermont, quand même, tout est encadré. Mardi prochain, les soignants vont recevoir une formation. Pour les patients, un atelier œnologie est même évoqué. Il existait déjà un atelier cuisine. Ils seront donc accompagnés aussi dans leur dégustation éventuelle. Et puis, cette initiative a d'ailleurs rassemblé de nombreux donateurs, encouragés par exemple, les vignerons d'Auvergne et des familles qui ont envoyé donc des bouteilles et de quoi alimenter ce bar à vin du CHU de Clermont. CHU de Clermont, et c'est à lire dans La Montagne. À la une de la presse étrangère, on va aux États-Unis ce matin avec vous, Jean-Philippe Ballas. C'est le grand retour de celui qu'on n'attendait plus là, le multimilliardaire et ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Ouais, un papier savoureux que je viens de lire dans le New York Times. Il y a 8 mois, donc Michael Bloomberg a quitté la mairie de New York. Officiellement, il devait se mettre en retrait, faire de la philanthropie, vous savez, distribuer ses milliards ici ou là, la petite vie tranquille. Il avait un point de chute, quelques heures par semaine dans un bureau de la compagnie d'infos financières qu'il a fondé, un petit empire de plus de 15 000 employés, qui porte son nom, Bloomberg, en toute simplicité. Sauf que, à force de traîner dans les couloirs comme un jeune retraité de 72 ans qu'il est, Michael Bloomberg a commencé à passer une tête en réunion, puis 2. Il a commencé à donner un petit peu son avis. On imagine les cadres qui disent « Oh là là, leur voilà, c'est pas vrai !» À tel point que l'actuel patron, Daniel Doktorov, qui est aussi son ami, a tout bêtement décidé de lui laisser la place. Et il le dit avec un certain humour au New York Times. Je vous lis ça. Vous comprenez, pour les gens de cette compagnie, Bloomberg, c'est Dieu. Il a créé l'univers, il a écrit les 10 commandements, puis il a disparu. Alors forcément, le jour où Dieu revient, les gens s'en remettent à lui. Alors Michael Bloomberg, de son côté, il jure que c'était pas du tout son intention. Non. Il a tout fait pour retenir son camarade, mais il le reconnaît lui-même dans le New York Times. C'était difficile pour lui d'être le patron quand c'est mon nom à moi qui est marqué à l'entrée. Évidemment, voilà. c'est donc à lire dans le New York Times. C'est pour ça que je rentre dans les centres Leclerc à l'aise, moi. Ah oui, parce que mon nom est écrit au-dessus. Bravo, parce que c'est Julie Leclerc, évidemment. Oui, voilà. La une de Je suis la l'écho. Bloomberg d'Europe. Axel de Tarlet. On va jouer au Lego avec vous. Lego qui devient numéro 1 mondial du jouet. C'est un sacré événement dans le monde du jouet. Et puis ça fait plaisir. Lego, c'est européen, alors qu'ils viennent de détrôner Mattel, l'américain. Mattel, c'est la poupée Barbie. Big C'est Jim. les jeux Fisher-Price. C'est bien là, c'est Lego avec un chiffre d'affaires ils sont passés juste devant 2 milliards 0,3 contre 2 milliards 0,1. Pourquoi ce succès? Alors d'abord, il y a eu un film. Ouais. Oui, il y a eu un film qui a très bien marché, La Grande Aventure Lego. Mais c'est étonnant quand même parce qu'on est à l'heure où les enfants ne rêvent que de jeux vidéo, que de jeux électroniques. Et Lego, c'est la brique. Et d'ailleurs, ils le disent, nous, on restera toujours fidèles à la brique parce qu'à un moment, les enfants, ils veulent aussi toucher
ils veulent avoir un rapport génial. Enfin, physique. pardon, moi, mon fils, il joue avec ses Lego, mais il fait tout, des voitures, des camions. Voilà. Oh là là, Et vous avez essayé de construire quand même, c'est assez compliqué moi je trouve par moment, hein. Ça rappelle un peu l'expérience Ikea. Hein, oui, par moment, ça sent le vécu. Ah oui, hein, voilà. Et puis non, mais ils ont des coups de génie. Par exemple, Lego c'était très garçon, ils ont lancé la collection filles, Lego Friends. Ça marche aussi partout dans le monde, ça marche en Chine, ça marche en Chine, plus 50%, ça marche aux États-Unis parce qu'ils constatent tout simplement que les petits garçons partout dans le monde, ils ont besoin, ou les petites filles, voilà, du même univers. Et alors, c'est particulièrement rentable parce que qu'est-ce que c'est qu'une brique ? C'est du plastique qui vaut 1 € le kilo, sauf qu'ensuite, Lego, une fois qu'il l'a transformé, ce plastique est revendu en moyenne 80 fois plus cher. Donc, juste 80 fois plus bah cher, oui, incroyable. Voilà, ça vient d'où Lego, juste en quelques mots? Alors Lego, c'est européen, c'est un Danois, un menuisier danois qui a lancé ça en 1934. Et d'ailleurs, le nom Lego, alors il y a 2 significations. En danois, Lego, alors je ne parle pas danois, hein, mais ça veut dire joue bien. Et en latin, Lego, ça veut dire j'assemble. Les deux fonctionnent en même temps. Voilà donc pour Lego qui est en train de devenir numéro 1 mondial du jouet. On passe à la télé et qu'est-ce qu'on va regarder à la télé ce week-end, Eva Rock? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Je vous propose Un jour un destin, c'est dimanche soir à 22h25. Laurent Delahousse revient avec des nouveaux portraits et pour cette nouvelle saison, il débute avec un film sur Johnny Hallyday, non pas Michel Sardou, Thomas, je suis désolée. Donc vous allez découvrir à la fois l'histoire d'un chanteur, la bête de scène qu'on connaît, hein, qui depuis 15 ans fait chavirer les foules, et puis surtout l'histoire de Jean-Philippe Smet, qui est l'homme blessé par l'absence et le manque d'affection de son père. C'est le journaliste Eddie Pribliski qui résume parfaitement cette dualité. Jean-Philippe Smet, c'est le gamin blessé. Johnny Hallyday, c'est l'artiste flamboyant. Ça fait partie totalement de la dualité du personnage. Alors vous allez voir donc au gré des témoignages des proches comme Lynn Renaud, Amanda Stairs et puis des images de sa vie évidemment, notamment la naissance de David et la première rencontre avec Nathalie Baye qui suit sur un plateau télé, c'est assez étonnant. On va découvrir un homme fragile qui n'a eu de cesse d'essayer de reprendre contact en fait avec son père au fil des ans et qui n'a jamais réussi à s'entendre avec lui. Et on va découvrir ainsi une interview terrible de ce père qui est vieillissant, canne à la main, mégot à la bouche, pas très propre, sans le sou et surtout pas très aimant. Voici ce qu'il dit de son fils. Quel effet ça fait d'être le père d'une vedette? Ce que ça me fait, indifférence. Il mène sa vie, il a brillamment réussi, je lui souhaite tous les bonheurs, mais à part ça, je m'en fous. Des mots durs, hein, mais qui résument vraiment la relation entre les deux hommes. En 1972, Johnny avait demandé à Michel Mallory, qui est son parolier, d'écrire une chanson pour son père, et c'était la naissance d'un titre magnifique, Ce père que je n'ai jamais eu. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu, ce père que je n'ai jamais eu. C'est touchant, hein. C'est donc Un jour un destin, c'est dimanche. Et c'est à 22h25 et c'est le premier portrait de la série présenté par Laurent Delahousse pour toute la saison. Merci Eva Rock, merci à tous. Rideau sur le kiosque. C'était le kiosque avec